Bonjour chers collègues, ma communication porte sur le thème « L'art de l'élégance vestimentaire en contexte de crise ». Les ressorts économiques et symboliques du recyclage de la fripe dans la ville de Kinshasa. Cette communication porte, comme je vous l'ai dit, sur l'élégance vestimentaire, mais on va l'aborder comme un marqueur éminent de l'identité citadine dans la ville de Kinshasa au Congo. Et le Congo se situe en Afrique centrale. Parmi tous les codes de l'identité citadine, le maintien coûte que coûte de l'élégance vestimentaire malgré l'âpreté de la vie et la dureté de la crise que cette ville connaît, l'élégance vestimentaire reste un phénomène surprenant dont nous proposons d'analyser la logique dans cette communication. À Kinshasa, l'élégance vestimentaire est pratiquement un art. À travers l'exemple du recyclage de la fripe, nous allons examiner les ressorts de cet art, de l'élégance vestimentaire. Dans cette ville où, depuis l'époque coloniale, les citadins ont toujours rendu un culte à l'élégance vestimentaire, où ils ont toujours accordé une importance extrême à la qualité du prêt-à-porter. Mais depuis quelques décennies, la fripe connaît un renouveau remarquable, un essor fulgurant qui se signale par une multiplication des fripiers et par un engouement des citadins pour les articles fripés qui ne concernent aujourd'hui non seulement les vêtements, mais aussi les chaussures, le linge de maison, les accessoires de mode, etc. Dans cette communication, nous allons tout d'abord rappeler le contexte de la naissance de cet art de l'élégance vestimentaire dès la fondation de la ville de Kinshasa, à l'époque coloniale, en explorant le rapport entre la fripe et le mouvement de la sape. Dans un deuxième point, nous allons décrire comment le contexte de crise à Kinshasa a influé sur la modification des habitudes vestimentaires. Dans le troisième point, nous examinerons en détail le processus de recyclage, de requalification locale des vêtements d'occasion. Et la discussion finale de cette communication portera sur le processus de fabrication, entre guillemets, de la valeur dans le recyclage commercial de la fripe, en nous appuyant sur les travaux de Jean Baudrillard. Nous allons tout de suite aborder le premier point que nous avons intitulé « Au commencement de la sape était la fripe ». La sape, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une mode vestimentaire et un mouvement d'élégance qui s'est développé parmi les jeunes Congolais de Brazzaville et de Kinshasa vivant en Europe. En effet, depuis l'époque coloniale, les citadins des deux villes ont toujours montré un goût marqué pour l'élégance vestimentaire. Mais c'est depuis les années 1980 que ce souci de l'élégance vestimentaire a été porté à son paroxysme par les migrants congolais installés en Europe. Il a été incarné par la sape, ce mouvement d'élégance dont les membres arborent de manière ostentatoire les griffes de vêtements très coûteux produits par les couturiers les plus prestigieux au monde. D'où vient le mouvement de la sape? La question des origines de la sape divise les chercheurs qui se sont intéressés d'une manière ou d'une autre à ce mouvement. Certains ont situé son origine à l'époque coloniale durant la période ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale. D'autres disent que la sape est née beaucoup plus tôt que ça. Notamment l'historien Didier Gondola, dont je vais vraiment citer le travail ici, dans cette partie historique. Il dit que le mouvement de la sape serait né beaucoup plus tôt que la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il estime que situer l'origine de la sape à la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'est une erreur de perspective. Car selon lui, la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a tout simplement rendu visible la sape
la tendance à l'élégance vestimentaire, et cela grâce au mouvement associatif qui lui servira de cadre. Le développement du mouvement associatif serait lié lui-même à l'éclosion des bars dancing à Kinshasa et à Brazzaville pendant cette période à partir des années 1945. Il rejoint sur ce dernier point, celui du lien entre le développement du mouvement associatif et l'éclosion des bars dancing, les analyses de Suzanne Comer-Sylvain, qui est une sociologue qui a beaucoup écrit sur les femmes de Kinshasa à l'époque coloniale. En effet, pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale a été une charnière importante car elle fut une sorte de catalyseur de la transformation de la société urbaine autant à Kinshasa qu'à Brazzaville. Cependant, pour l'historien Didier Gondola, les origines de la SAP sont aussi vieilles que la rencontre coloniale. Il dit ceci, je cite, « L'adoption du vêtement moderne européen et sa réécriture entre guillemets par les Africains sont aussi vieilles que le jeu de force et d'influence entre le colonisateur et les colonisés. Il semblerait, selon Didier Gondola, que ce soit les boys, entendez par là les domestiques des Européens, qui aient commencé à imiter leurs maîtres autour des années 1910 à Brazzaville. Bien que ce mimétisme fût tout d'abord encouragé par les patrons européens, les boys, c'est-à-dire les domestiques, participèrent activement au phénomène, comme le rapporte en 1913 ce texte du baron Géant de Witt. Et le baron dit ceci. « Aujourd'hui, les indigènes de la région de Brazzaville ne s'habillent que trop. Et le dimanche, ceux qui possèdent plusieurs pantalons, plusieurs paletots, mettent ces vêtements les uns par-dessus les autres pour étaler leur richesse. Beaucoup se piquent de suivre la mode parisienne et, ayant su que naguère, les Européens plaisantaient sur la passion des Noirs pour le chapeau haut de forme, si peu approprié au climat tropical et complétant parfois d'une façon comique un costume plus que sommaire, la plupart y ont renoncé et abordent aujourd'hui d'élégants Panama. » Ça, c'est les propos du baron de Witt. Pour les patrons européens, il était important, et c'était un élément de leur prestige social en ville, d'avoir non pas plusieurs boys, mais plusieurs boys civilisés, entre guillemets, c'est-à-dire décemment habillés et pouvant répondre en bon français. C'est ainsi que nombre de patrons européens cédaient leurs vêtements usagés à leurs domestiques. Ces derniers les exhibaient à la fois pour rehausser le prestige de leurs patrons et pour rehausser leur propre statut social chez les citadins africains. C'est de cette rétribution des patrons européens, de leur fripe à leur boy, que naquit, selon l'historien Didier Gondola, la SAP. À la fois comme une obligation d'élégance, un désir d'élévation sociale et une quête d'identité acharnée au cœur de cette rencontre problématique entre l'Afrique et l'Europe. Un des éléments importants ayant eu une influence sur le goût de l'élégance à l'époque coloniale à Brazzaville et à Kinshasa, et donc sur la redéfinition du rapport des citadins à la modernité diffusée par la ville du Blanc, c'est l'arrivée dans les années 1930 des Africains originaires de la côte ouest africaine, qu'on appelait des popos ou des coastmen, c'est-à-dire des Africains provenant des pays anglophones de la côte occidentale de l'Afrique, du Ghana, de la Sierra Leone, du Libéria et du Nigeria. Ça, on le trouve à la fois dans les travaux de Suzanne Comer-Sylvain et dans ceux de Didier Gondola. Les Congolais de Kinshasa et de Brazzaville ont découvert en même temps que la musique ce qu'on a appelé la mode popo, c'est-à-dire la mode des Africains venus s'installer à Kinshasa et à Brazzaville en provenance de la côte ouest africaine des pays anglophones que j'ai cités tout à l'heure. Et ces Noirs pouvaient s'habiller comme des Blancs sans devenir des Blancs. Aussi,
les domestiques des Blancs ne se contentèrent plus seulement des fripes de leur patron, mais devinrent des connaisseurs fervents et des consommateurs assidus des articles de la dernière mode. Chapeaux, chemises, souliers, etc. Dans la foulée des boys, les petits commis, c'est-à-dire les agents qui travaillaient dans l'administration, puis les musiciens, les chanteurs, rivalisèrent d'ardeur pour se créer une identité à travers le paraître vestimentaire. Et tout cela en dépensant sans compter pour acquérir les articles de mode. L'autorité coloniale suivait bien entendu cet engouement des citadins pour le paraître européen, et dans le cas de Kinshasa, M. Emmanuel Capel, qui a été administrateur colonial, dans un texte déplore les sommes folles dépensées par les Africains pour pouvoir s'habiller. Selon Didier Gondola, les sapeurs d'aujourd'hui qui ont contribué à faire connaître le mouvement de la SAP au niveau international constituent la troisième génération des dandys congolais, tandis que la deuxième génération est celle de la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. La première est celle des débuts des deux villes coloniales autour des années 1910. Ce rapide parcours historique permet de voir qu'on peut remonter très loin pour voir les origines de l'élégance vestimentaire et les origines de la SAP. Nous passons maintenant à notre deuxième point qui va traiter du renouveau de la fripe, de l'élégance dans un contexte de crise. Il faut dire que le vêtement prêt-à-porter est resté pendant longtemps l'idéal vestimentaire. Mais progressivement, les fripes collectées en Europe par les œuvres caritatives trouvèrent leur place dans les habitudes vestimentaires des citadins. C'est plus particulièrement au début des années 1990 qui inaugure une période de crise sans précédent qu'on observe un véritable engouement des citadins de Kinshasa pour les vêtements fripés qui permettent actuellement à beaucoup de familles de s'habiller avec des vêtements de qualité à moindre coût. Dans cette situation de crise économique durable et de non-emploi structurel que connaît la ville de Kinshasa, les citadins ont développé des solutions informelles, entre guillemets, originales, qui non seulement approvisionnent la ville en divers types de produits, mais aussi donnent du travail et un revenu à des milliers d'entre eux. C'est dans un tel contexte qu'a eu lieu le renouveau de la fripe à Kinshasa. Le changement d'orientation dans les représentations sociales de la fripe, qui était jadis considéré comme un vêtement de pauvres, un vêtement méprisé, pour devenir au fur et à mesure un vêtement valorisé, nous semble directement lié à la crise économique durable que connaît la ville et aux redéfinitions statutaires consécutives à l'appauvrissement corrélatif des citadins. Mais d'autres facteurs agissent dans le sens de ce changement. Ainsi, la composition de ballots de fripe a évolué. Ceux-ci ne sont plus seulement composés d'articles usagés, mais également d'articles neufs, produits de déstockage ou de faillite commerciale, qui constituent de bonnes occasions. Enfin, le dernier facteur est une conséquence inattendue de la mondialisation qui a eu pour effet l'arrivée massive de produits asiatiques sur les marchés locaux à Kinshasa, mais également à Brazzaville. Ces produits dont la qualité est considérée comme étant plus mauvaise que la fripe qui est importée d'Europe occidentale. L'évolution du contexte économique à Kinshasa a ainsi métamorphosé la fripe, ce rebut importé jadis méprisé, en ressource hautement valorisée qui permet aux citadins de rester élégants malgré la crise. C'est ainsi qu'au fil des ans,
la friperie est devenue un commerce prospère dont les réseaux de recyclage au détail se sont complexifiés. Lors de notre enquête ethnographique chez les fripiers du Grand Marché de Kinshasa, nous avons observé que les transactions étaient assez proches de celles observées par Hervé Sillardé au marché aux puces de Saint-Ouen, dans la région parisienne. Comme à Saint-Ouen, les ballots sont déballés à l'aube et les transactions commerciales se déploient dans les trois principales phases que sont le déballage, l'étalage et la vente au réseau personnel. Cependant, à Kinshasa, il y a aussi le recyclage commercial, qui est un processus complexe comprenant la sélection, la classification et la requalification des objets. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de notre communication. Nous passons à la troisième partie de notre communication qui porte sur la commercialisation des fripes au Grand Marché de Kinshasa. La commercialisation des fripes illustre bien la manière dont un circuit marchand se complexifie au fur et à mesure que l'on change de niveau d'activité entre l'importation et la commercialisation finale au détail. Les ballots de fripes sont généralement importés par des commerçants étrangers qui peuvent être, selon le cas, de nationalité libanaise, indienne ou pakistanaise. Mais il faut préciser que même si les importateurs étrangers sont nombreux, la filière de la fripe est en réalité investie par une multitude d'intervenants, aux statuts très divers et à la surface financière inégale. Ce qui structure tout d'abord cette filière, c'est la capacité des opérateurs à pouvoir interagir en différents lieux, dans les espaces d'exportation comme dans les espaces d'importation. C'est pourquoi les commerçants étrangers, mais également les migrants congolais, sont les principaux importateurs dans ce commerce. Ces importateurs distribuent leurs ballots à des grossistes ou à des semi-grossistes qui sont le plus souvent eux aussi de nationalité étrangère. Ces grossistes travaillent toujours avec des intermédiaires rabatteurs qu'on appelle dans l'argot local de la ville de Kinshasa les banakwata, qui se placent à la devanture de leur magasin. Ces derniers, c'est-à-dire les banakwata, fournissent des informations aux clients. Les fripiers du grand marché, qui sont généralement les clients qui vont s'approvisionner dans ces magasins des grossistes ou des semi-grossistes, ils leur donnent des informations sur l'origine des ballots, sur le contenu des ballots et sur la qualité des fripes qui sont dans ces ballots. Mais ils jouent aussi le rôle des rabatteurs en les incitant à acheter chez tel grossiste plutôt que chez tel autre. Dès que les clients approchent ou des acheteurs occasionnels, les banakwata les interpellent et les abordent en leur demandant ce qu'ils cherchent et en vantant la qualité ou le prix des ballots de leur grossiste. Mais surtout, avant même que les clients détaillants ne pénètrent dans le magasin, ils marchandent avec eux pour fixer le prix d'achat des ballots. Ce faisant, ces rabatteurs font une marge de profit personnel très confortable, ce qui déplaît fortement à leurs grossistes qui voient leur propre marge diminuer d'autant. Aujourd'hui, il n'est plus question pour un fripier qui va acheter un ballot dans un magasin et qui vient le vendre au grand marché de Kinshasa de déballer l'ensemble de sa marchandise et de l'étaler à la disposition des clients comme cela se faisait dans le passé. Bien au contraire, l'opération de recyclage, commençant par le déballage aux petites heures du matin, est décomposée en plusieurs étapes selon un principe de sélection de la qualité allant de la fripe chic à la fripe cheap, c'est-à-dire en partant de la fripe de très bonne qualité en finissant par la fripe de petite qualité. À chaque étape, participent des trieurs entre guillemets et des revendeurs qui appartiennent au réseau personnel du fripier, revendeur du ballot. C'est le fripier qui choisit qui il convie à chaque niveau de qualité du tri.
les privilégiés étant ceux qui sont conviés en premier à l'aube. Ils peuvent fouiller et dénicher les pièces rares ou les vêtements portant des griffes, des grandes marques très prisées par les citadins dans la ville de Kinshasa. Ensuite, la fripe subit, selon le cas, différentes transformations sur lesquelles nous allons revenir. Nous allons décrire les différentes étapes de la commercialisation d'un ballot par un commerçant de grand marché que nous avons suivi, qui est à la fois semi-grossiste et détaillant, pour bien comprendre ce processus de recyclage local, commercial de la fripe. Ces étapes sont assez représentatives de la trajectoire du ballot de fripe au grand marché de Kinshasa. Vers 5h ou 6h du matin, avant l'ouverture du marché, le commerçant déballe sur son étal au marché. À 7h, il reçoit des clients particuliers qui sont des trieurs-revendeurs, qu'il avait informé la veille qu'un nouveau ballot serait déballé le matin. Ces trieurs sont des intermédiaires qui inspectent le contenu du ballot afin de choisir les meilleures pièces. Vêtements de qualité, vestes, chemisiers ou chaussures de grande marque, draps neufs, serviettes, nappes et couvertures neuves, etc. Le commerçant détaillant fixe alors ses prix. Si le ballot est de très bonne qualité, le commerçant détaillant sait dès cette vente matinale qu'il pourra doubler ou tripler sa mise, alors qu'en ce moment-là, il n'a vendu que le tiers ou le quart du contenu du ballot. Quant aux trieurs-revendeurs, ils jouent le rôle de fournisseurs pour les boutiques de luxe ou de prêt-à-porter. Pour réussir dans cette activité, il faut bien noter qu'ils doivent connaître les grandes marques, avoir du goût, du flair et un pécule disponible qui n'est pas donné à tout le monde. Mais avant d'aller revendre ces vêtements aux propriétaires des boutiques de prêt-à-porter au standing assez élevé, ils s'activent à les faire nettoyer et repasser dans les pressings. À titre d'exemple, un matin, pendant le déballage d'un ballot, un trieur-revendeur avait acheté 2 costumes quasiment neufs de la marque Pierre Cardin, à $10 américains le costume. Après les avoir emmenés au pressing, où il a payé environ $5 pour chacun, il les a revendus à $200 à une boutique chic du quartier Matongé à Kinshasa. Le lendemain, les 2 costumes étaient en vente en vitrine à $300 le costume. Ce qui donne une idée de comment les prix peuvent flamber à partir du triage jusqu'à la vente finale dans une boutique de luxe. Après le passage de cette première catégorie de revendeurs, ceux qui viennent tôt le matin, une deuxième catégorie de revendeurs va trier le reste du contenu du ballot pour en extraire les meilleures pièces. Eux sont des commerçants fripiers qui revendent les vêtements soit sur des cintres accrochés sur des fils, au long des rues bordant le marché, soit en vente ambulante. Les vêtements sortant des ballots étant chiffonnés et parfois tachés, les vendeurs ambulants doivent les repasser, voire les nettoyer pour les mettre en valeur et rehausser ainsi leur prix. Pour ce faire, on trouve des petites buanderies entre guillemets installées dans des parcelles jouxtant le marché central. Là, les revendeurs repassent les vêtements et dans certains cas, ils leur font subir quelques modifications afin de les moderniser entre guillemets quand les modèles leur semblent un peu vieillots. Les détaillants revendent enfin une partie de leurs ballots à d'autres petits détaillants du marché qui n'ont pas les moyens d'acheter un seul ballot entier. Étant donné que le prix des ballots, qui varie entre 80 et $300 américains, est élevé, il arrive que 2 ou 3 détaillants s'associent pour acheter ensemble un ballot de fripe. Cette pratique permet également de minimiser les pertes. Car si le commerce de fripe est très profitable, il comporte aussi beaucoup de risques. Il arrive en effet qu'un ballot de fripe contienne des vêtements très usés, abîmés,
déchirés, tachés, démodés, etc., dont la vente sera difficile ou quasiment impossible. Dans ce cas, le rôle des banakwata, ces fameux intermédiaires rabatteurs, est déterminant, car eux seuls peuvent informer les semi-grossistes ou les détaillants de la mauvaise qualité d'un ballot. Il s'est ainsi développé au grand marché de Kinshasa un informel de la fripe griffée, comme il existe un informel de la SAP dans la ville de Paris, en France, ou dans la ville de Bruxelles, en Belgique, avec la vente illicite des vêtements griffés. La recherche effrénée des vêtements griffés a produit à Kinshasa tout un trafic de griffes que nous entendons ici dans son premier sens d'étiquette ou de label. Les fripiers qui vendent des vestes sont les plus grands friands et acheteurs des vraies ou fausses griffes. De grandes marques qui rehaussent selon eux la valeur et dont le prix des marchandises. Ces étiquettes griffées peuvent parfois se négocier jusqu'à 50 $ américains la pièce, quand il s'agit des marques les plus prestigieuses de vestes telles que Pierre Cardin, Arthur Fox ou Yves Saint Laurent. Ce trafic peut aller du négoce de l'étiquette authentique d'une grande marque de veste arrachée à un vieux vêtement à celui des étiquettes contrefaites. Le prix des étiquettes d'imitation peut lui aussi sensiblement varier selon la dextérité du copieur, allant de l'imitation grossière à une imitation s'approchant de l'original. Ces griffes sont ostensiblement collées sur le bas des manches ou sur le dos des vestes. Les autres vêtements n'échappent pas à cette forme de contrefaçon. Mais la contrefaçon dans la fripe ne consiste pas seulement à apposer une marque à un banal vêtement fripé. Elle consiste aussi à faire passer pour de la fripe des vêtements et chaussures neufs de fabrication asiatique. Ces articles sont généralement vendus à bas prix car ils sont de qualité médiocre. Cette dernière forme de contrefaçon s'adresse à la catégorie des consommateurs qui préfèrent la fripe au prêt-à-porter asiatique pour des raisons de qualité. L'opération consiste donc, dans ce cas, à friper entre guillemets artificiellement des vêtements neufs et donc à les froisser tout en y accolant parfois une marque prestigieuse ou encore à vieillir artificiellement des chaussures neuves pour les faire passer pour des chaussures usagées et donc pour des fripes de grandes marques occidentales. Les sapeurs, c'est-à-dire les adeptes de cette société d'élégance que nous avons appelée la SAP, croient que l'habit fait l'homme et que la griffe fait le vêtement. Ils ont de ce fait un rapport quasi fétichiste aux grandes marques. Mais les sapeurs qui vivent à Paris ne semblent pas être les seuls à croire aux griffes et à la différence qu'elles font. Les fripiers du grand marché de Kinshasa accolent systématiquement des étiquettes de griffes de marques petites ou moyennes telles que Zara, Promode, Pinky, Naf Naf, Etam, etc. à des vêtements qu'ils remodèlent et ou repassent pour améliorer leur présentation et rehausser le prix. Selon eux, leurs clients semblent avoir une préférence a priori pour des vêtements qui portent des étiquettes. Il apparaît que les représentations sociales de la fripe ont évolué dans la ville de Kinshasa. De vêtements d'occasion jadis méprisés et considérés comme un marqueur de pauvreté, elle est aujourd'hui valorisée. La crise qui a contraint les citadins appauvris à modifier leurs habitudes de consommation a joué un rôle déterminant dans l'évolution des représentations du vêtement d'occasion. Par ailleurs, la fripe n'est plus seulement vue comme un rebut importé, car la composition des ballots de fripe a elle aussi changé. On peut actuellement y trouver des articles neufs, des produits de déstockage ou de faillite commerciale,
qui constituent pour beaucoup de citadins de bonnes occasions. Nous pouvons maintenant passer à notre discussion finale sur la valeur d'usage et la valeur d'échange. Nous allons voir comment on fait une fabrication différentielle de la valeur. La discussion finale de cette contribution portera sur le processus de fabrication de la valeur dans le recyclage commercial de la fripe à Kinshasa. On va s'appuyer pour ce faire sur les travaux de Jean Baudrillard, qui a repris la discussion classique sur la dichotomie valeur d'usage, valeur d'échange. La thèse de Jean Baudrillard est particulièrement éclairante pour clarifier le statut ambigu de la fripe en tant que rebut qui se métamorphose en marchandise valorisée. Comme le note Baudrillard, on sait que la marchandise est à la fois valeur d'usage et valeur d'échange. Reprenant Karl Marx, il avance que pour devenir une marchandise, le support d'une valeur d'échange, l'objet, ici le rebut, doit satisfaire un quelconque besoin social en ayant la propriété utile correspondante. La valeur qui est à l'origine du besoin social est elle aussi socialement construite. La fabrication de la valeur différentielle des objets fripés par les trieurs-revendeurs s'appuie sur une évaluation des fripes sortant des ballots qui met en correspondance les propriétés utiles des fripes en vrac avec les codes particuliers aux besoins sociaux locaux en habillement. Cette évaluation s'appuie sur la logique fonctionnelle de la valeur d'usage potentielle des vêtements fripés. Cette logique est en correspondance avec les besoins locaux, à la fois en termes d'utilité, valeur d'usage des objets fripés, et en termes de distinction, valeur symbolique de différenciation d'objets fripés, signe de luxe. Ces différentes logiques fonctionnelles et différentielles appliquées par les trieurs-revendeurs construisent la valeur symbolique des objets qui sera à l'origine de leur valeur finale, la valeur d'échange qu'ils prendront sur le marché de Kinshasa. Au terme de ce processus de revalorisation qui métamorphose le rebut fripe en marchandise, le vêtement est manipulé comme signe par les revendeurs qui leur incorporent une différence socialement codée au cours du processus de transformation qui leur sera appliqué selon leur destination sur le marché. Fripe simplement remise en état, fripe griffée d'origine, fripe griffée contrefaite, etc., etc. En effet, le processus de recyclage commercial de la fripe que nous avons observé dans la ville de Kinshasa suggère trois principales modalités de fabrication locale de la valeur. La première modalité concerne celle de recyclage mise en place par les trieurs de l'aube. Les privilégiés, ceux-là même qui sont invités aux premières heures du matin à trier dans le ballot juste au déballage pour dénicher les pièces rares, les vêtements griffés. Pour cette première catégorie, la valeur, le signifié de distinction, est déjà contenue dans l'objet lui-même qui est reconnu comme tel. Sa valeur d'échange finale sera en correspondance avec cette valeur de distinction. La seconde modalité concerne les trieurs qui font subir aux vêtements un remodelage, c'est-à-dire des transformations de modèles un peu vieillots ou un peu abîmés. Ces derniers vont reconstruire la valeur d'usage du vêtement fripé qui est en l'état comme une matière première ne présentant a priori aucun signe valorisant. Ils mettent alors en œuvre un processus de valorisation qui va transformer le rebut en marchandise, soit en transformant les modèles d'origine ou en taillant d'autres modèles à la mode à partir de ces vêtements. Dans cette modalité de fabrication de la valeur, il y a une variante dans laquelle les trieurs procèdent non pas au remodelage des fripes, mais à leur revalorisation simple. L'objet lui-même présente des signes négatifs, froissure, déchirure, taches, etc., qui altèrent la valeur symbolique de l'objet.
et par conséquent sa future valeur marchande. Le processus de repassage, de raccommodage auquel se livrent les trieurs dans les buanderies populaires revalorise l'objet en améliorant sa présentation. Et au terme du processus, il sera présenté de manière impeccable sur les cintres. L'objectif recherché de cet engoutage positif est d'accroître la valeur marchande de l'objet. La troisième et dernière modalité concerne les trieurs-revendeurs qui tentent de fabriquer de la valeur en usant d'artifices ou de tricheries, en accolant des étiquettes, des labels à des vêtements qui initialement ne portaient pas ces griffes, afin de rehausser leur valeur symbolique et par conséquent leur valeur marchande finale. Ici, l'objet ne présente pas au départ le signe de la valeur de distinction. Le trieur-revendeur va donc apposer ces signes de distinction pour que l'objet apparaisse de grande valeur. Ainsi, ce qui fait signe, c'est l'étiquette apposée sur le vêtement. Les trieurs-revendeurs arrivent par ce type de procédé de tricherie à donner à ces vêtements des signes qui font sens dans les codes de la société locale. Ils arrivent à produire des signes rares de grandes marques qui prouvent que le produit serait non seulement authentique, mais qu'il porte effectivement les signes de la valeur de distinction recherchée. Les trieurs de l'aube fabriquent la valeur symbolique en travaillant des objets qui présentent d'emblée ou auxquels ils apposent a posteriori les signes de la valeur recherchés par une clientèle en quête de vêtements griffés. Les adeptes locaux de la SAP, qui fonctionnent selon un code de distinction que les trieurs connaissent parfaitement. Même quand ils travaillent sur des vêtements réellement griffés, ils usent des procédés qui consistent à faire passer pour neufs des vêtements usagés en les faisant nettoyer dans les pressings avant de les présenter aux boutiques de luxe. Il s'agit là d'un véritable travail de mise en scène de la valeur différentielle. Ils fabriquent de la valeur symbolique matériellement en reconditionnant, en jouant sur les représentations collectives des signes valorisés dans leur société. La valeur symbolique fait le trait d'union entre ces différentes modalités de fabrication de la valeur que nous donne à voir ce très bel exemple du processus de recyclage commercial de la fripe au grand marché de Kinshasa. La commune mesure à ces modalités qu'ont mis en place les trieurs-revendeurs, c'est de fabriquer une valeur différentielle de signes qui correspond à ce qui est symboliquement très valorisé dans la société urbaine à Kinshasa. Que ce soit par la vraie marque, entre guillemets, que ce soit par les mises en forme du remodelage ou du repassage, que ce soit par l'arnaque sur les griffes. Nos observations suggèrent que les gens achètent ces vêtements fripés parce qu'ils sont présentés d'une manière ou parce qu'ils portent des griffes. On peut supposer que si ce n'était pas le cas, ils ne les achèteraient pas ou qu'ils achèteraient moins car à côté, il y a toujours l'alternative de la contrefaçon asiatique. Le prix final auquel sont vendus ces vêtements griffés, qui dans certains cas peuvent atteindre le centuple du prix d'achat, correspond à la valeur de distinction symbolique qu'expriment ces objets. C'est un marché qui fonctionne exclusivement sur la représentation symbolique de la valeur différentielle du signe. Quant au non-sapeur, il mise sur la valeur d'usage des objets qui se présentent comme étant propres, bien présentés, refaçonnés, refashionés, correspondant aux valeurs symboliques de la mode ambiante. C'est le segment dans lequel Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont l'air élégants, car l'élégance vestimentaire est une valeur cardinale de la société urbaine quinoise. Je vous remercie.